Bien, bonsoir tout le monde. On va aller au-devant des coups parce que je vois déjà nos estimés accompagnateurs du monde. Mais il ne parle que de M. Carney. Ben oui, il y a deux bonnes raisons. Il y a deux bonnes raisons parce que lui-même parle assez peu de lui-même parce qu'il évite de parler. Et les conservateurs ne sont pas très présents, forcé de le dire. Et la dernière sortie des conservateurs, c'était d'essayer d'utiliser les mots du Bloc québécois sans le programme du Bloc québécois pour faire croire aux Québécois qu'ils étaient du côté des Québécois. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus grand-chose à dire. Tu sais, c'est un peu plate, là. Et là, on ne peut pas trop commenter sur les candidats parce qu'il y a plein de comtés qui n'en ont pas. Puis bon, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on se garde une petite gêne. Puis M. Carney occupe beaucoup l'actualité. Tellement bien que hier, après avoir refusé un débat une journée, fait une erreur historique déplorable sur une sensibilité québécoise le lendemain, et il dit candidement que les paradis fiscaux, c'était bon pour le monde. Il a dit « J'ai tellement été bon, donnez-moi une majorité. » Mais quelle grande idée! Mais quelle grande idée! Imaginez 4 ans, une gaffe par jour. Donald, viens m'aider. Alors, on est dans une situation un peu particulière parce que ça, aujourd'hui, est arrivé, vous savez, dans la campagne électorale actuelle, il y a 4 chefs. Votre humble serviteur, c'est pas pour me nommer en premier, M. Carney au Parti libéral, M. Poilievre au Parti conservateur et Donald Trump aux États-Unis. Et quand Donald Trump aux États-Unis rentre dans la campagne électorale, c'est un peu comme quand M. Carney s'est annoncé, il n'y en a plus que pour lui. Mais il y a un élément là-dedans, puis que ça nous plaise ou pas, à prendre avec le plus grand sérieux, et on va le dire, avec la plus grande inquiétude. L'homme le plus puissant au monde, puis je ne peux pas dire comment il est parce que je ne le connais pas, se comporte comme quelqu'un d'erratique en matière de choix politiques, de constance, d'orientation, et avec une espèce de conviction de son rôle supérieur qui est dangereux pour ce qu'on appelle le monde libre. Il brise les alliances, s'associe aux pires dictateurs, compromet l'économie des États-Unis. Dans la foulée de l'économie des États-Unis qui est menacée de conséquences passablement graves, évidemment, tous les partenaires économiques des États-Unis risquent de subir les conséquences de ces choix. Donc, lorsqu'il réannonce quelque chose qu'il a déjà annoncé avant de reculer et de le réannoncer, je trouve ça délicat si on met ça au futur dans un média, parce que ça peut encore changer. Pas qu'il ne faille pas le prendre au sérieux, mais l'histoire récente est particulièrement révélatrice par rapport aux errances intellectuelles et potentiellement psychologiques du personnage. Aujourd'hui, toutefois, ça nous ramène à une nécessité qu'on a connue dans un passé qui remonte à quelques années. On avait réussi, au début de la pandémie, à mettre de côté une certaine partisanerie où le travail des uns semble trop souvent être de dénigrer celui des autres, ce qui est normal dans le rôle d'une opposition, mais qui commande de faire aussi des propositions, d'arriver avec des suggestions et de reconnaître que si le Parlement retient une suggestion d'une formation politique, elle appartient par la suite au Parlement, aux élus, à l'ensemble des élus, à la démocratie. On pourrait prendre pour exemple, bien sûr, la gestion de l'offre. Tous les partis ont voté pour. Ce sont des non-élus. Je ne dirais pas que les chefs ne leur ont pas dit « Tu peux-tu enfarger la gestion de l'offre? » Mais ce sont des non-élus qui, formellement, ont scrappé C282, alors que le Parlement s'était approprié, en vertu des règles, les intentions, je ne sais pas, mais en vertu des règles, le Parlement s'était approprié un projet que tout le monde dit un peu soutenir vaguement, et on y reviendra. Pardon?
Plus dans le micro que ça, il faudrait que je l'avale. J'ai un plombage de Luc qui me gratte le bord de la lèvre, là. Fait que... Pardon? OK, ben là, j'ai pas fait les tests de ça, mais j'essaie de parler peut-être de même. Là. Écoutez, esthétiquement, là... Ah, on boit le micro, mes amis. Qu'est-ce que je disais, là? Je parlais de gestion de l'offre. Bref, mais il y avait quelque chose qui m'amenait là. Donc, j'ai sûrement parlé un peu de M. Carney, parce qu'il y a eu de grandes journées. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la sortie, je vais revenir, là, m'en rattraper, la sortie de M. Trump a ramené dans l'actualité un enjeu de commerce qui menace les emplois, qui crée une insécurité, qui effectivement distille la peur, on est quelque part entre la peur et l'incertitude. Ce n'est pas que je doute seulement, c'est que va-t-il arriver? Et ça vient contaminer davantage que n'importe quelle ingérence chinoise ou indienne, ça vient contaminer de l'extérieur une conversation qui devrait avoir lieu entre les gens du Québec et du Canada pour élire un Parlement fédéral. Ce n'est peut-être pas l'intention, je ne suis pas psychiatre, mais c'est à tout le moins l'effet. Et cet effet-là a, peut-être temporairement, et il faudra être très déterminé, suspendu un exercice qui me semblait essentiel. Lorsqu'on se présente pour être le premier ministre d'un pays du G7, on a l'obligation d'être reconnu des électeurs qu'on sollicite. Les 3 journées qu'on a eues pour commencer à connaître le chef libéral ont été extraordinairement révélatrices. On en aurait pris davantage avant la suspension. Et je ne voudrais pas faire concurrence à mon ami Jean-Denis, qui en de telle matière est infiniment meilleur que moi. Mais on a quand même eu droit à quelqu'un qui a dit « Oui, oui, mon argent est dans un paradis fiscal, c'est pour assurer le rendement au bénéfice de l'entreprise. » Est-ce qu'on comprend qu'un gouvernement Carney encouragerait les entreprises canadiennes à placer leur argent dans des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts au Canada? Si c'est bon pour lui, on peut penser que ce serait bon pour autrui. C'est même pas une extension, c'est même pas une attaque, c'est une question légitime. Si c'est bon pour l'entreprise dans laquelle il a très vraisemblablement des investissements plus significatifs que tout ce que je possède au monde fois 50, est-ce qu'on doit comprendre que les autres personnes qui ont les moyens de faire de tels placements devraient s'inspirer ou se cautionner des choix d'un hypothétique premier ministre pour dire « ben oui, ils vont faire pareil ». C'est le Luxembourg, c'est la Suisse, c'est l'île Jersey, c'est tout ce monde-là qui vont faire un gros party. C'est des questions importantes auxquelles il faudra revenir. Même s'il faut quand même, durant une crise, qui devrait, en effet, et là, ne faites pas dire aux choses ce qu'elles ne disent pas, une crise qui devrait permettre à tous les partis politiques de se concerter vers un objectif commun ou face à un adversaire commun, ça ne veut pas dire de se soumettre à l'autre. La capacité du Québec d'être solidaire du Canada ne doit pas vouloir dire que le Québec va prendre ses ordres du Canada. Hier, M. Carney était en Ontario, 2 milliards pour l'automobile. Aujourd'hui, on réagissait à des menaces contre l'automobile. Il n'y en a que pour l'automobile. L'automobile, c'est en Ontario seulement. Et ce n'est pas avec 2 milliards de dollars qu'on va créer une filière automobile dans le Canada bout en bout. C'est même une chimère, cette idée-là. N'y a-t-il pas un risque réel, que les gens qui convertissent leur incertitude en une confiance pour l'instant très, très, très aveugle en quelqu'un dont ils ignorent tout et qui ne pourra le leur expliquer qu'avec des sous-titres. N'y a-t-il pas un risque important, comme on l'observe sans équivoque depuis le début de la campagne et un peu avant, que le Canada dise « le Canada, c'est l'automobile ».
Le Canada, c'est les banques de Toronto. Le Canada, c'est les aciéries qui alimentent l'industrie automobile. Le Canada, c'est le pétrole de l'Ouest. Il n'y a de Canada qu'avec ça. Et si nous perdons ça, vous êtes tous finis. Donc, vous, les gens des Maritimes, ou du Pacifique, ou du Grand Nord, ou du Québec, pour votre bien, selon le même genre de logique que je mets mon argent dans un paradis fiscal, pour votre bien, votre économie risque d'être une monnaie d'échange. Vous savez, on veut calmer M. Trump et il y a l'œil sur la gestion de l'offre. On va vous dire avant l'élection qu'on va protéger la gestion de l'offre, mais quand on y arrivera, on dira « Ah, c'est un peu comme un gouvernement qui dit « Ouais, je ne peux pas respecter mes promesses. Ils m'ont tellement laissé les finances dans un mauvais état. Ah, je ne peux pas respecter ma promesse. M. Trump est tellement insistant. M. Trump est insistant contre la culture québécoise et la capacité des États, l'Europe le fait aussi, d'imposer pour l'instant une taxe que nous on dit qu'il devrait être une royauté sur l'exploitation commerciale de contenus développés par les artistes québécois et canadiens et les médias québécois et canadiens. Il est contre ça. Il l'a ciblé. Il a ciblé l'aluminium. Il a ciblé la forêt. Il a ciblé, il a désigné du doigt des monnaies d'échange pour accepter à terme de protéger des secteurs économiques ontariens. M. Ford a été brillant. Il s'est fait élire majoritaire avant le déclenchement de l'élection. Le vrai champ de bataille de l'élection, ce sera le Grand Toronto, avec sa majorité et la relative lune de miel qui suit la nouvelle élection. Il a carrément séquestré et pris le contrôle de la campagne électorale, ce qui n'était pas si difficile que ça. M. Carney lui a livré en pick-up dans sa cour. Les Québécois vont devoir, avec toute la bonne foi du monde, et malgré les appels à ne pas être partisans, les Québécois vont devoir, nonobstant la température, quand il fera beau puis tout, s'intéresser à la campagne, s'intéresser aux enjeux, réaliser que le résultat de cette campagne fédérale, compte tenu de la tactique du gouvernement actuel en campagne, donc des libéraux, pourrait s'avérer très grave au plan économique et au plan identitaire pour le Québec. La stratégie des libéraux semble ressembler à peu près à ceci. Montrer Trump, cacher Carney. Le moins il parlera, le mieux ce sera. Et ça ne sera pas le 9 avril à Montréal, de toute évidence. Il y avait un pari courageux là-dedans, il faut se le dire, là. On va prendre le risque de se faire défoncer pendant 24 heures parce qu'après ça, le cycle de nouvelles va amener d'autres choses en disant que nous ne participerons pas à un exercice hautement démocratique et absolument essentiel pour que les Québécois sachent qui est le candidat libéral. C'est pas banal. Mais il reste 32 jours. 32 jours, s'il le faut, avec le vent d'en face. 32 jours avec l'enthousiasme, et comme Luc le disait, de militants partout, présents comme jamais, qui sont prêts à aller au front, à aller parler à des gens. Vous devez mettre les gens à l'écoute de cette campagne. Maintenant, on est dans une cabane à sucre. Là, j'ai pratiqué mon « allons à la cabane ». Ça n'a pas marché. Vous ne voulez pas entendre ça. Alors, je vais saluer des gens. Ça, je sais comment. Parce que, comme Luc le disait, j'ai une liste. Excusez, je n'ai pas parlé dans le micro. On a quelques candidats et candidates ici qui sont particulièrement inspirants et que je vous invite à saluer avec beaucoup d'enthousiasme. Là, j'ai une liste. Il est possible que la liste soit imparfaite. Si jamais ça arrive, vous vous levez, vous me le dites, vous criez, vous envoyez Joanie ou Caroline me battre, quelque chose. Là. On ne veut pas oublier personne, mais je veux commencer par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un militant des pires tempêtes, un militant qui a tout traversé, un militant qui a réussi là où beaucoup ont échoué, dans la pire période ou les pires périodes où on ne parlait que peu d'indépendance, et qui a maintenu en vie l'idée, en organisant, année après année, plusieurs fois par année, des activités toujours intéressantes et toujours très fréquentées. Et c'est son anniversaire, c'est M. Benoît Roy du Rassemblement pour un pays souverain.
Parlant de survivants, survécu à 3 gouvernements libéraux et ma prédécesseur, M. Luc Thériault de Montcalm. J'ai failli faire appel à ses services parce qu'on est dans une cabane à sucre, puis des fois on peut faire un truc, une fois c'est un gars, parce que j'ai un ami, un assez nouvel ami, mais on est devenus amis très vite, qui a fait une tournée particulièrement importante et il jouait un rôle dans le très célèbre, en tout cas pour les 40 ans et plus, vous connaissez Symphorien bien sûr, mais il jouait dans la pièce de théâtre, c'est le genre de joke, une fois c'est un gars, il est capable. Mon ami Martin Héroux, candidat dans Argenteuil, la petite nation. Pour les plus jeunes d'entre vous, les plus vieux d'entre nous l'avons connu au moment où il était comédien et ses cheveux avaient une couleur autre et plus abondant. Pour vous autres, il est né avec les cheveux blancs, mais les plus vieux, nous autres, on sait qu'il n'a pas toujours les cheveux blancs. Je n'irais pas dire par là les cheveux blancs, mais c'est voulu dans son cas. Dans la nouvelle circonscription, très prometteuse et tellement propre à des morceaux de paradis qui appartiennent au Québec, Mme Marianne Charbonneau, candidate dans Pays d'en haut. Je vais le garder pour l'avant-dernier, lui. Écoute, la Dynamo des Basses-Laurentides, dans Thérèse de Blainville, Mme Marie-Noël Clausson-Duquette. Porte-parole infatigable, bâtisseuse de ponts entre les communautés, Mme Isabelle Dion, candidate dans Alfred Pelland. Celui qui devra faire une deuxième fois ce que les Québécois ont fait une première fois. Vous savez, on a vu Elon Musk avec sa scie à chaîne. Ça ne nous a pas impressionnés. On avait eu Carlos Leitao. M. Claude Tousignan dans Marc-Aurèle Fortin. Les campagnes électorales durent un certain nombre de jours et à chaque jour, on se fait affirmer « Voici ce que sera la fin de la campagne électorale. » Regardant le tableau indicateur pendant qu'il y a une belle game sur la glace, Laval sera l'objet d'une bataille rangée. Ça fait un peu militaire comme terme, de bataille démocratique rangée. Bon, une bataille démocratique pas si rangée. Alors, sera l'objet d'une bataille, et à Laval, il y aura aussi Mme Alicia Parenteau d'Envimy. On a un ancien nouveau candidat. Moi, je pense qu'il a fait exprès. Je pense qu'il a dit, écoutez, moi, j'aimais ça être un nouveau candidat. Je vais arrêter d'être candidat. Quand on va redevenir candidat, on va être un nouveau candidat. Notre malcommode génial de service est je ne peux pas dire le meilleur économiste au monde, parce que c'est Mark Carney. Jean-Denis Garon dans Mirabel. Et bien sûr, nous sommes chez lui. Il nous accueille dans une cabane à sucre fort sympathique où j'étais déjà venu, qui a déjà des relents de souverainisme et de militantisme. Et c'était à l'époque où on reconstruisait, où ça avançait. Chers amis, merci de nous accueillir. Luc Desilets, dans Rivière-des-Mille-Îles. Puisqu'on a le droit, dans une cabane à sucre, manger des oreilles de Christ, et je vous souhaite que ce soit bon en tabarnak. Bonne soirée tout le monde!